to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 90e épisode du Poundcast proposé par l'équipe de Panthers FR. Guillaume au micro pour animer cette émission en remplacement de Thomas qui ne pouvait pas être dispo malheureusement cette semaine. Mais à mes côtés, l'homme qui est de retour de bye week cette semaine, c'est bien évidemment Franz, vous l'avez reconnu. Bonsoir Franz, comment ça va ? I'm back, comme dirait une de nos grandes légendes, qui était de retour que pour 2 actions, mais bon, il était au moins de retour. Bah ouais, ça va très bien. Désolé de ne pas avoir pu être là la semaine dernière, mais je suis ravi d'être de retour et je suis ravi d'être de retour après un match comme ça pour pouvoir débriefer une belle victoire qui, ma foi, nous met dans l'embarras parce que on a presque l'envie d'être ambitieux, ce qui n'est pas arrivé depuis quand même un bout de temps. Donc, Oui, une victoire, on va pas se mentir, très surprenante. À part les plus optimistes d'entre nous, pas grand monde l'avait vu venir, puisque c'était ce qui se faisait de mieux en NFL, qui se présentait au Bank of America Stadium. Les Rams, menés par Matthew Stafford, et dans un rôle de leader dans la course au MVP peut-être même. donc, MVP-esque, oui, tu peux le dire. Voilà, il est vraiment... il était sur une très bonne saison, il l'est toujours d'ailleurs, mais un petit peu moins. Et puis les Rams qui étaient surtout sur une belle dynamique de victoire. Une dynamique que sur le premier drive et dès le coup d'envoi, on s'est dit ok, c'est là puisque un gros retour de kick-off, une pénalité et voilà les Rams quasiment directement dans notre red zone. Et quelques actions plus tard, Stafford trouve Davante Adams, touchdown, 7-0 pour les Rams en l'espace de 3 minutes. On s'est dit bon voilà, on sait un peu ce qu'on attendait. Ce qu'on s'attendait un peu moins, c'est la grosse réponse de l'attaque des Panthers sur le drive suivant, et notamment de Bryce Young qui trouve Chuba Hubbard sur une petite screen, et Chuba Hubbard qui court tout droit sur 40 yards pour égaliser à 7 partout. On se dit tiens, d'autant que sur les 2 drives suivants, les Rams se font intercepter. Une première fois dans la end zone, une passe de Stafford qui rebondit sur le casque de Derrick Brown et qui atterrit dans les mains de Nick Scott, qui empêche des points. Et sur l'action suivante des Rams, c'est carrément un pick six de Mike Jackson qui met les Panthers devant sur le score de 14-7. Alors là, on commence à être vraiment très surpris. Les Rams vont finir la mi-temps très très fort quand même. 2 touchdowns sur 2 drives assez rapides. Entre-temps, les Panthers avaient mis un field goal. On est à 21-17 pour les Rams à la mi-temps. On se dit, bon, on est dedans, c'est pas mal. Et là, retour des vestiaires, les Panthers qui mangent l'horloge. Ils ont, sur le 3e quart-temps, ils ont 13 minutes de possession. Ils passent devant avec un touchdown en 4e tentative de la part de Bryce Young vers Jalen Coker. Ça fait donc 24-21. 28-24 pour les Rams après sur un nouveau touchdown de Davante Adams. Et à 5 minutes de la fin, 4e et 2, Bryce Young trouve Macmillan pour sa première et seule réception du match. 43 yards, touchdown. 31-28 pour les Panthers. On se met à y croire pas mal quand même à ce moment-là. Et d'autant qu'on n'est pas pour autant très rassuré, puisque les Rams arrivent en attaque, remontent tout le terrain, mais Derrick Brown sort de sa boîte. Strip sack, force fumble, récupéré par DJ Wonnum. Pas de points pour les Rams. Et les Panthers qui réussissent sur une 3e et 5 à convertir vers Jalen Coker à nouveau. On mange l'horloge et c'est fini sur ce score de 31-28 pour Carolina. Gros upset. Je sais pas toi, mais je pense qu'on vient d'assister à un super match de football d'abord, mais Déjà, à probablement la plus grosse victoire des Panthers depuis l'arrivée de David Tepper aux commandes de la franchise.
Alors, quand j'ai lu le conducteur, je trouvais que c'était une excellente question. Bravo déjà. Non, mais la franchise a été rachetée par David Tepper donc en mai 2018. Et j'ai fait mes devoirs et j'ai réfléchi. Au début, j'étais là, ah non, la saison 2018-2019, on démarre très 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 fort. On est à 6-2 avant l'attentat de J.J. Watt sur Cam Newton. Il y a dû y avoir quand même des matchs références dans cette saison-là. Et puis pas tant que ça en fait. On est à 6-2 mais sans vraiment dominer. Et surtout contre des équipes qui n'étaient pas en très très grande forme dans ce début de saison 2018. Donc pas tant là. Et donc finalement j'en ai pas trouvé beaucoup. Il y en a peut-être un qui sort un tout petit peu du lot. C'est la victoire 21-3 contre les Buccaneers de 2022 où PJ Walker bat un Tom Brady toujours aussi étincelant. Gros match de Foreman en running back, gros match de DJ Moore et surtout notre défense qui fait des ravages face à Tom Brady. Mis à part celui-là, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est ton avis que c'est peut-être la plus belle victoire sous l'ère Tepper. Oui, moi, pareil comme toi, hein, j'ai regardé, et c'est vrai qu'on se dit quand même, ça fait en 8 ans, on va bien avoir gagné un match impressionnant comme ça. Mais bah là, il y a quand même le niveau de l'adversaire Oui, qui arrive, hein, parce que c'était comme on le disait, hein, c'était une grosse dynamique. Ils étaient sur 6 victoires consécutives. Je ne l'ai pas dit dans le résumé du match, mais le premier touchdown de Stafford, c'est son 28e touchdown consécutif sans lancer d'interception. Vous avez probablement vu passer la stat. C'est un ouais. record, puisqu'il a détrôné Tom Brady, justement, que tu mentionnais. Et surtout, si on enchaîne vers la défense, euh, il y avait quand même des gros points d'interrogation avec beaucoup d'absents. Ouais. Rose Boom, Jesse Horn, Trevon Morig qui était suspendu, Cherelus qui était le linebacker 3. remplaçant Ouais. numéro 1, Ouais. linebacker Ouais, 3, je ne sais pas voilà. comment on va l'appeler, mais Ouais. il était absent aussi. Donc c'est vrai que cette défense avec tous ces absents face à cette attaque des Rams, on avait quand même très très peur. Bon, il y a quand même 28 points concédés, il y a Ouais. près de 400 yards, mais dans les moments clés, dans les moments importants, eh ben, il y a la grosse action qui est là, il y a l'interception de Nick Scott, il y a le pick six de Mike Jackson, et il y a ce strip sack en fin de match de Derrick Brown. Des actions clés à des moments clés, et ça, c'est tout ce qu'on demande, quoi. Ouais, c'est tout ce qu'on demande. Et de toute façon, on savait très bien que ralentir ou arrêter, pardon, cette attaque des Rams, c'était juste pas possible. Je pense que personne n'arrivera à le faire. En revanche, la ralentir un petit peu. euh, Même moi, je disais que ça allait être compliqué au vu des absents, parce que les absents que l'on a, t'enlèves Tyrellus, ce sont que les titulaires en puissance qui sont nos meilleurs joueurs de la saison. Et heureusement que Derrick Brown était là, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça fait très peur et surtout deux absents dans le backfield défensif alors qu'on sait que Matthew Stafford est le meilleur quarterback de la saison et qu'il a le meilleur duo receveur de la ligue avec Davante Adams et Pukanakwa. Puis en plus le côté complet de cette attaque, c'est à Kyren Williams, c'est à Blake Corum en running back. Enfin, oh là là, cette attaque elle était quand même elle est injouable. Mais ce qu'on a vu, c'est de l'agressivité. Alors, j'ai adoré l'intention. Et en fait, on a un peu bloqué. C'est là où c'est fort, c'est que ils ont bien, ils nous ont roulé dessus quand même, mais on a su stopper, comme tu as dit, à des bons moments, à des moments un peu clés. On a eu un petit peu de chance aussi. La première interception, c'est une balle typée. Bon, bah voilà, bah écoute, hein, il y a pas une fois que c'est pas une balle typée de notre côté. Chez nous, on est les rois pour se faire des balles typées. Bah, là, pour le coup, c'est du côté de Stafford. Et c'était uniquement sa troisième interception de la saison. Il n'en avait eu que deux jusque-là. Donc, bravo Nick Scott de ne pas avoir loupé le ballon. Et puis, on va quand même le signaler, premier pick six en carrière. Donc, quatrième interception de Matthew Stafford, deux dans ce match. Et premier pick six en carrière de Mac Jackson. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est peut-être le joueur du match défensivement. Oui, en tout cas, c'est un des joueurs clés. Alors,
J'ai envie de mentionner Derrick Brown aussi quand même, mais c'est vrai que Mike Jackson, il avait quand même fort à faire sur ce match-là. Tu l'as rappelé, le duo de receveurs Nakua et Davante Adams. Nakua qui sort justement sur Mike Jackson une réception absolument incroyable. Là, Extraordinaire. je sais, c'était Odell Beckham-esque, tu vois. Ouais. J'ai pas vu de réception de ce style à main renversée comme ça à une main. T'as l'impression C'est que le temps incroyable. s'est arrêté et Ouais. du coup, le temps était plus lent pour lui, qu'il a su remettre la main là où il fallait. Mac Jax, il peut Ouais. pas mieux défendre Il que peut ça. pas mieux défendre. Et à un moment, Ouais. t'étais même à deux doigts de te dire, ça va être une interception, parce Ouais. il est vraiment placé. Et Nakua a réussi à enlever le ballon, je sais pas encore trop comment. C'est juste rappeler le niveau qu'il y avait Ouais. en face pour nos DB. Et ouais, Mike Jackson fait un super match. Dans le backfield défensif, j'ai aussi envie de mentionner Latan Ransom, euh, qu'on a vu titulariser et qui apprend. C'est encore un rookie, hein, mais il a fait un gros match avec beaucoup de gros plaquages, beaucoup d'intensité. Hein. Tu parlais de ça tout à l'heure. Je ne sais pas ce que toi tu as pensé de lui, mais on l'a vu beaucoup. Peut-être un peu trop, vu l'attaque, à quel point les Rams avançaient. Mais en tout cas, ouais, un bon match de sa part aussi. Alors, ouais, j'ai beaucoup tapé sur lui et à juste titre ou non, vous ferez votre idée, mais alors autant Mike Jack c'est le meilleur joueur de la défense dans l'entièreté du match, autant Lathan Ramson c'est celui qui a le plus progressé jusqu'à maintenant. En fait, dans ce match-là, il explose clairement de son talent. Il est Cam Chancellor-esque, si vous me permettez la comparaison. Mais c'était cette espèce de safety très agressif où les plaquages ils sont durs, où quand le running back en fait il dépasse la ligne de scrimmage et qu'il arrive près de nos linebackers, et ben là tu surgis le safety qui est là pour faire mal. Et il était vraiment le symbole de cette agressivité-là et vraiment shout out à ceux qui ont scouté un peu les rookies avant la draft et qui disaient qu'il a des défauts de couverture, il a des défauts de QI football. En revanche, il a de l'agressivité et de l'intention sur le terrain bien placé. Et force est de constater que là, il l'a montré. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais avec un corps de receveurs comme ça, comment ça se fait qu'on s'en soit quand même plutôt bien sorti? Alors, très intéressant. Donc, Mike Jacks a joué corner évidemment, tout le match. Et de l'autre côté, il y a eu une espèce de variété entre Shaw Smith-Wade qui jouait corner de l'autre côté et Caleb Evans. Et en fait, ce qui a fait la bascule, c'est Demani Richardson. Alors, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière. Demani Richardson qui n'a pas énormément joué, mais il a starté. Et en fait, pour la partie un peu technique, on a joué la plupart du temps en 4-3, on va dire c'est plutôt une sorte de 4-3-3-1 avec 3 safety là, très très régulièrement. Et Shaw Smith-Wade, il alternait entre le poste de corner et le poste de safety. Et quand il était en position de safety, Demani Richardson sortait et c'était Caleb Evans qui était sur le corner. Et en fait, Davante Adams, il a énormément joué vers l'intérieur du terrain. Beaucoup, beaucoup. Donc il est venu défier un peu nos linebackers. Et quand il a fait des big plays, en fait, c'est nos linebackers qui naturellement sont fait avoir par Davante Adams. C'est bien normal. Mais sinon, sur l'extérieur, on s'en est plutôt bien sorti. Il était très bon en end zone, bien entendu, Davante Adams, mais ça, il a fait le coup dans son premier touchdown de hop, 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 premier pas, je vais vers l'intérieur. Tu sais pas s'il va aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et là, tu peux pas t'en sortir. Mais sinon, on s'en sort bien. Et en fait, au milieu de tout ça, dans ce backfield défensif, tu as Lathan Ransom qui a en fait était la lumière en fait de ce backfield défensif. Tu voyais que lui. Alors, bien sûr qu'il se fait avoir dans certains coups. Bien sûr qu'il était là comme n'importe quel safety, souvent là pour combler une brèche. Et s'il y a une brèche, bon bah les Rams quand ils s'engouffrent fort. Donc ça fait quand même des plays. Mais on va dire que pour faire le jeu de mots avec les plays étaient certes ouvertes, mais n'étaient pas trop profondes, du coup. Et parce que Ransom, il a fait vraiment un match top, et certainement son breakout game.
Ouais, un breakout game, c'est vrai, on va voir, alors avec la semaine de repos, de toute façon, et la fin de sa suspension, Murray va revenir, hein, bien sûr, mais c'est vrai que pour la suite de sa carrière et si on voit déjà la saison prochaine, ça promet de belles choses. Euh, Mhm. un mot sur les défenses contre la course quand même, parce qu'on a beaucoup parlé des receveurs et du jeu aérien. À la course, ils ont bien avancé aussi, hein. Je crois qu'ils finissent à 150 yards au sol, si je dis pas de bêtises, pour Karen Williams et Corum, j'ai oublié son prénom, euh, Blake Corum. à côté. Blake Corum. Blake, voilà, merci. Voilà, 152 yards. Ouais, c'est Ils font. ça. Donc ils ont bien avancé. Euh, Trevin Wallace a fait ce qu'il a pu aussi, mais pour le coup, l'absence d'un Roseboom s'est fait sentir. Et puis, ben, on peut pas couvrir partout, hein, forcément. C'est la difficulté de jouer une attaque comme celle des Rams, hein, comme on l'a dit. Bah C'est oui. fort dans les airs, c'est fort au sol, c'est vraiment solide partout. Donc, c'est difficile d'être au four et au moulin, mais on a réussi à répondre présent au bon moment. Un mot quand même sur Ejiro Evero, qui fait Alors, juste sur ouais, la course, juste un tout petit instant, parce que ça va un peu avec les schémas que je disais. J'ai l'impression qu'on a fait le choix de laisser un peu courir, dans le sens où quand tu joues en 4-3 comme ça, avec des safeties un peu agressifs qui viennent combler, bah tu laisses un peu le coureur gagner des yards et tu plaques fort. Et en fait, tu vois, Chris Barnes, il a souffert dans ce match, hein. Il a souffert, mais il a plaqué. Mais il a plaqué, et bon, il avait déjà fait 7-8 yards, le coureur, si tu veux. Comme je disais, Ransom, on l'a vu plaquer. Oui, mais il avait déjà fait 7-8 yards, le coureur. Donc au final, c'est le problème. Alors on a alterné, hein, on est quand même souvent. On a eu 5 joueurs sur la ligne quand même, qui est notre schéma habituel, mais j'ai l'impression que c'était un tout petit peu fait exprès, de sorte à pouvoir gérer ce qu'allait faire Stafford. Et donc, du coup, un mot sur Ejiro Evero, voilà, comme tu disais. bah, Et c'est c'est là là que où. j'allais vers ma question en fait. Bon, Ma voilà. question allait t'amener là, mais c'est bon, il n'y a pas de souci qui arrive. Vas-y, je te laisse. Ah ouais. Non, non, mais c'est ça. En fait, il a su alterner, mais je trouve même, souvent, on voit et vraiment, big up à lui, parce que on l'a quand même beaucoup critiqué. Et on a pris 28 points, et je trouve qu'il a été très bon, parce que on a su alterner d'un snap à l'autre. Souvent, tu as des coordinateurs défensifs, ils alternent d'un drive à l'autre. Ou alors, il y a un temps mort et là, on change. Là, parfois, tu voyais ces changements qui se faisaient, où tu voyais le nombre de DB changer, on mettait quelqu'un d'autre dans la boîte, tout d'un coup, on passait d'un milieu de la ligne à 2 à un milieu de la ligne à 3, avec des drops en zone. Enfin, il y a vraiment eu de la créativité, mais parce que, comme si on se disait, finalement, c'était Victor Roulier qui disait, c'est quand même une équipe qui a l'air de jouer mieux quand ça joue mieux en face, ou en tout cas qui essaye de progresser, et j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de ça. On s'est dit, ah la vache, c'est un vrai défi, on joue avec une équipe bis en défense, bah voyons voir si on peut pas un petit peu les embêter. Et voilà, bravo, au moins l'effort était là, c'est pas parfait, c'est pas une grande défense, mais avec des briques et des brocs, on a su créer quelque chose. Ouais, et puis Evero, c'est un ancien assistant de Sean McVay, donc il connaissait un petit peu, il savait un petit peu à quoi s'attendre, et il a réussi moi je trouve aussi très bien s'en sortir, hein, dans les conditions qui étaient celles de ce match par Ouais. rapport au roster. Franchement, voilà, un- on l'a déjà dit plusieurs fois, mais tu peux pas non plus demander à une défense de réduire l'attaque des Rams à 14 points, surtout quand il manque un tiers des titulaires quasiment, quoi. Donc vraiment, gros, gros, gros big up à lui, comme tu disais. Mm. Un autre gros big up quand même, toujours du niveau coaching, mais cette fois en attaque, c'est Euh, Dave Canales. Quel match! Je sais que tu en as parlé sur le Discord, et là je ne peux que te rejoindre. C'est monstrueux ce qu'il a fait. On avait un petit peu chambré après le match de San Francisco, où on disait qu'il avait passé son temps à admirer ce qu'avait fait Shanahan du côté des Niners, et qu'il aimerait être pareil. Et on craignait le ouais. pire en voyant arriver McVay.
Bon, ben là, c'est presque lui qui, enfin, je vais pas dire qu'il lui a donné une leçon, mais en tout cas, il s'est mis au moins à ce niveau parce que c'est un aussi bien au niveau du play call que de la remise en question justement de qu'il y a eu dans la semaine pour arriver à ce match-là. J'ai envie de dire, c'est une copie presque parfaite qui rend notre head coach sur ce match. Ah, le ping-pong était beau à voir. C'est marrant de parler d'un match où il y a les Panthers, se dire que c'est un match agréable. Je veux dire, même, tu vois, même à une certaine de nos grandes années, on a eu des matchs durs. On était quand même connus pour être l'équipe défensive dans la dureté et pas forcément dans la beauté du jeu. Et là, il y a eu des trucs, franchement, je suis épaté. Quel plaisir c'était. Alors, pour la petite anecdote, j'étais dans le TGV Bordeaux-Paris et la connectivité était un petit peu compliquée. Voir le match en live dans le train, c'était un peu compliqué. Mais je peux vous dire que les gens dans le wagon ont dû me prendre pour un fou. J'étais en train de pester parce que je voyais pas l'action. Puis d'un coup, je me mets à voir l'action. Puis je saute dans mon siège. J'ai les bras en l'air avec ma copine à côté qui se dit, mais il est complètement dingue celui-là. Je le connais pas. Et en fait, parce que tu as cette capacité à cette fois-ci faire jouer tes deux running backs, à avoir les trois receveurs sur la même longueur d'onde, à avoir une protection assez intéressante, notamment de nos tight ends, et puis à savoir faire jouer Bryce Young. Et c'était très complet comme attaque. Je crois qu'on était obligé, de toute façon, d'avoir une attaque ultra complète pour arriver à fonctionner. Et c'est vrai qu'il a été excellent. Et pour anticiper une question qu'on avait d'un auditeur, je le répéterai quand même, mais là où je suis très fier de notre coach, c'est souvent on voit euh, des coachs être complètement campés sur ses idées. Là, l'alternance qu'il a entre la course, la passe, l'alternance qu'il a entre les deux coureurs, c'est excellent. Et l'alternance dans l'utilisation des receveurs. Et on va en parler. Je crois que tu voulais mentionner Jalen Coker, Guillaume, qui t'a marqué sur ce match. Ah bah oui, pour moi c'est le grand retour de Jalen Coker. On rappelle qu'il avait démarré la saison sur la liste des blessés, puisqu'il s'est blessé à l'intersaison. Il est revenu en semaine 5, 6 par là, je ne sais plus exactement. Et puis bah, ça a été un petit peu long la mise en route, la connexion avec Bryce Young se faisait pas forcément. Et puis là, sur ce match, il sort son touchdown. Là, bon, là, on va en parler après, mais la passe est juste magnifique. La course le long de la ligne, elle est posée à la perfection. Et lui, sa course est magnifique aussi. Cette réception qui scelle la victoire à la fin, euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'image du match, tu vois, c'est le symbole de ce match pour moi offensivement, c'est Jalen Coker. Vraiment, on l'a senti vraiment. Les stats, pour info, il termine à 4 réceptions, 74 yards et un touchdown, du coup, sur une quatrième tentative de surcroît. Voilà. En tout cas, moi, sur ce match-là, j'ai vu le Jalen Coker que on avait entreaperçu la saison dernière. On rappelle un joueur non drafté, sorti de Holy Cross, petite fac enfin pas connu du tout, quoi. Et ça avait été la belle surprise la saison dernière et on espérait que ça puisse être confirmé cette année, surtout avec la draft d'un Macmillan et Leggett qui était toujours là. Donc voilà, ça permettait quand même d'avoir des options. Et là, voilà, j'ai l'impression que c'est le match où on retrouve le Jalen Coker qu'on pouvait attendre et qu'on espérait en début de saison, quoi. Non, mais complètement. Pour ceux qui jouent au football ou se mettent au football, regardez la séparation et la course de Jalen Coker sur le touchdown et comment il détruit Emmanuel Forbes. Et d'ailleurs, quand même une petite salutation à Forbes qui a pris le bouillon tout le match, le pauvre. Tout le match, il a souffert. On voyait que le numéro 1 partout des Rams pour les mauvaises raisons. Jalen Coker, donc c'est évidemment un joueur que j'adore. On en a parlé l'année dernière et c'est un joueur qui peut être fantastique en receveur 2 de luxe. J'étais pas fan, rappelez-vous, en début d'année, de le voir mentionné dans le slot.
J'ai toujours dit que j'étais pas trop. J'aimais peu l'idée. Jusque-là, Jalen Coker avait joué que 32% de ses snaps à l'extérieur. Contre les Rams, il a joué 53% de ses snaps à l'extérieur. Mm. Et son touchdown, il est à l'extérieur. Oui, c'est un big body et ça excite beaucoup les coordinateurs offensifs ou les play callers de mettre un big body dans le slot parce que tu te dis, face au linebacker, ça permet quand même de sécuriser un first down. Ça permet au cas où de faire un slant et de pouvoir gagner un petit peu d'espace. Oui, d'accord. Mais c'est pas un tight end non plus. Et moi, je trouve que, toi, un Bryson Tremaine, typiquement, est Ouais. plus intéressant dans le slot que pour moi, parce qu'il a le corps d'un tight end, parce qu'il a la mouvance d'un tight end. Mais là, le jeu de jambes de Jalen Coker, c'est fabuleux. Et moi, je trouve que c'est une bénédiction de le faire jouer plus à l'extérieur, parce que quand tu es coordinateur défensif et que tu dois te demander si c'est Macmillan ou Jalen Coker à qui on va envoyer le ballon, eh ben, il y a du boulot pour savoir, quand tu es safety, où est-ce que tu vas te pencher, de quel côté tu vas aller, versus Xavier Liguette, que j'aime beaucoup à certains moments, mais qui est beaucoup moins précis et beaucoup moins fiable dans ses courses que Jalen Coker. Et Jalen Coker, pour la petite anecdote, fun fact, c'est 25 targets depuis qu'il est revenu de blessure, 0 drop. Des, 0 drop. ouais, voilà, des mains sûres. Et moi, j'écoutais un petit peu plus tôt dans la semaine le podcast de Steve Smith où justement il parlait de Jalen Coker et il mentionnait, comme tu le disais, cette qualité des routes vraiment pour ses tracés. C'est à montrer dans toutes les écoles de football. Mais donc, du coup, c'est quand même la qualité forte de Macmillan également. Oui. Donc, si tu mets deux joueurs qui peuvent courir des routes de qualité des deux côtés, Ah bah tu crées des problèmes pour... tu crées beaucoup de oui. problèmes. Et mets-toi à la place de... Le jour où on arrivera à avoir des tight ends qui savent se sortir un petit peu de la ligne, là on discute, Eh ouais. comme diraient certains. Eh ouais. Donc là, c'est sûr, les tight ends, on les a pas trop vus sur ce match-là. Ils étaient plus au bloc, mais ça pouvait s'entendre par rapport au front seven des Rams. Macmillan, on l'a pas trop vu non plus, juste à la fin, une réception, 43 yards, un touchdown de la victoire. Parfait. Ça suffit, hein? Très bien. Bon. Les Guettes, on l'a un petit peu moins vu. Lui, pour le coup, faudra voir. C'est toujours... il est un peu à l'image de cette équipe. Il est en dents de scie. Il y a des matchs où il est là, et d'autres matchs où il est complètement transparent. Alors bon, on verra sur la suite. Je pense que Canales, il cherche encore ce qu'il peut en faire, où est-ce qu'il est le plus à l'aise. Et contrairement aux deux autres, là où Liguette est fort, c'est quand il a le ballon en main. Donc, est-ce qu'il ne faut pas lui donner le ballon un peu plus tôt? Quitte à avoir un big body slot, je préfère voir Liguette, bizarrement. Ouais, c'est ce que Tu je vois. pensais tout à l'heure quand on parlait. Je me suis dit, voilà, ça pourrait être peut-être ce rôle-là si justement Jalen Coker a soit ce rôle de receveur sur l'extérieur de manière un peu plus pérenne, voilà. Ça pourrait être comme ça. En tout cas, c'est le trio de receveurs le plus grand de la ligue. Ouais, parce que voilà, tu parlais de big body receveurs, bah en fait ils le sont tous les trois, hein. Ils sont tous au-dessus de 6-3, donc c'est sûr que ça fait des grands receveurs. Des grands receveurs qui aident quand même notre petit quarterback. Bryce Young, 15 sur 20, 3 touchdowns, 206 yards, 147.1 de QB rating, et surtout, à nouveau, cette clutchitude qu'on n'a pas arrêté de mentionner quasiment depuis sa draft, hein, même là, depuis le début de la saison, oui, bien sûr, mais même depuis sa draft. En troisième et quatrième tentative sur ce match, Bryce Young, c'est 8 sur 10 à la passe, 162 yards, 3 touchdowns et un QB rating parfait de 158.3. Voilà, la définition du clutch. Il a beaucoup de défauts. Il les corrige pas mal sur ses derniers matchs. C'est pas encore hyper constant, mais quand il faut aller chercher un first down, quand il faut aller chercher un drive de la victoire, on le répète, il est là. C'est le joueur le plus jeune à avoir autant de drive pour la gagne, devant Josh Allen, devant Pat Mahomes, devant tous ces joueurs-là. Alors, comme on peut dire certains très justement, pour avoir les drives de la victoire, il faut quand même déjà être derrière. Donc oui,
Certains sont devant plus rapidement, c'est clair, mais au moins on ne peut pas lui retirer le fait qu'il a un calme et un sang-froid terrible. Et en quatrième down, Canales, il n'a pas peur de faire envoyer son quarterback 2 fois vers des receveurs pour un touchdown. Alors ça permet de faire de la surprise, hein, parce que quand on a aussi, on parlera du jeu à la course, mais quand on a un jeu à la course qui fait peur, bah, ça permet aussi de faire ce genre de choses, hein. C'est un équilibre, bien sûr. L'œuf, la poule, vous décidez vous-même, ce gars, il, il me bute parce que clairement, on va le redire, et je pense que c'est le truc qu'on dit à chaque fois. Il a quelque chose, quoi. C'est clair et net. Enfin, il n'y a pas de débat. Il est un quarterback de NFL, et je suis content de l'avoir, comme parfois je suis pas content de l'avoir. Mais là, en fait. Ce match-là, donc comme je disais, pour certains, est-ce que c'est le meilleur match de Bryce Young, on me demande. Non, c'est pas le meilleur match de Bryce Young. Non, ce match-là, c'est le meilleur match de Canales. Et en fait, ce qu'il a su faire avec Bryce Young sur ce match, c'est le mettre dans des situations où il peut s'exprimer. Alors déjà, il faut que la ligne protège. 1. 2, il faut arriver à faire des play-action de qualité et donc avoir un running game de qualité. 3, il faut des receveurs qui se séparent. Quand tu lui mets ces 3 conditions-là, la balle, elle arrive au bon endroit. Parce que le timing est important. Et là où Canales, et je reviens sur lui, et je continuerai à revenir sur lui, et là où il était très très fort, c'est qu'il a permis à Bryce Young d'envoyer des balles dans le mouvement de ses receveurs. Et pas quand ils sont à l'arrêt. Le ADOT, donc le Average Depth of Target, la profondeur moyenne de target de passe de Bryce Young, est seulement de 5.5. D'accord, c'est la plus petite moyenne de sa saison, alors, à égalité avec le match contre New England. Mais il arrive quand même à faire 206 yards parce qu'en fait, il envoie le ballon, contrairement à New England, dans le mouvement de ses receveurs. La preuve avec Jalen Coker ou Tetairoa Macmillan sur son touchdown. Ce sont des symboles. Donc, Canales, il a su mettre son quarterback dans des conditions. Il ne lance que 20 fois. Ça suffit. C'est tout ce qu'on demande à Bryce Young. C'est ça, c'est ce qu'on disait il y a 2 semaines. Ouais. Des matchs à 400 yards, il en fera probablement pas beaucoup dans sa carrière. En tout cas, sur ce qu'on a vu en 3 saisons, c'est pas ce qu'on anticipe. Mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande. Il est dans ce rôle-là de répondre présent quand on a besoin de lui, de faire ce qu'il faut, de lancer des passes précises dans le bon timing. Là, sur ce match-là, c'est exactement ça. Et certes, les stats, il n'y a que 200 yards de sol. C'est vrai que quand on regardera sa fiche de stats dans 5 ans, on verra, oui, face aux Rams, ok, bon, mais il a fait que 200 yards à la passe, c'est pas un truc de fou. Ouais, mais quand tu regardes la tape, là, c'est plus la même histoire, parce que les 200 yards, ils sont à des moments importants. Les quatrièmes tentatives qui convertit aussi, c'est des 4e et 2, des 4e et 3. Donc, si on transitionne gentiment sur le running game, la défense des Rams devait aussi préparer ce running game-là, se prémunir Bien et sûr. se défendre contre cette course-là. Et c'est vrai que quand tu as un Rico Dowdle, 18 courses, 58 yards, un Chuba Hubbard, 17 courses, 83 yards, et aussi un touchdown à la réception, ben voilà, les deux ont bien alterné, ils étaient aussi efficaces l'un que l'autre. La ligne, tu l'as mentionné, a fait un très gros boulot, il faut le dire aussi, aussi bien dans la passe que dans le jeu de course, mais tout ça mis bout à bout fait que on a une attaque qui a su tenir tête à ce qui se fait de mieux en NFL aujourd'hui, quoi. Mais quand on saluait l'attaque des Lions, c'est quoi? Tu sais pas si c'est de la course ou si c'est Amon-Ra St. Brown qui va te détruire ou si c'est Sam Laporta. On est bien sur 3 types de jeux complètement différents et donc du coup, si tu arrives à alterner, tu es illisible. Mais c'est exactement ça. On a réclamé depuis le début de l'année de faire jouer les 2 running backs. On l'a fait. Écoutez tous les podcasts. 18 et 17 courses. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Et bizarrement, quand tu le fais, ça marche et ça crée des espaces pour les autres joueurs. La course, alors, il se trouve quand même que Chuba
Là, on l'a vu quand même un tout petit peu plus dynamique que quand il est revenu de blessure. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est pas le même Chuba. Ouais. Là, on a retrouvé le Chuba l'année dernière. Mais alors, putain, mais vas-y, sky is the limit. Hein. Ah bah ouais. Alors, Rico est peut-être un petit peu blessé, ok, mais sky is the limit. Hein. Si tu as là, Rico, vas-y, mets-toi dans la glace pendant 10 jours avant de revenir contre les Saints. Mais tu as Rico et tu as Chuba en forme. Et putain, c'est ce que je demandais en début de saison en disant, mais les gars, vous devez savoir les utiliser. Et là, moi, ce que j'aime, c'est que tu as 50% des courses qui sont à l'intérieur de la ligne, 50% à l'extérieur. 50-50. Tu sais pas du tout. C'est pas que de l'inside zone en permanence, quoi. J'alterne, je suis créatif, tout d'un coup je fais de la motion, je fais semblant de donner à un receveur qui vient couper, finalement je donne à mon running back, je fais des 20, 21 ou 22 sets, donc 2 running back et 2 tight end. Voilà quoi, je joue au football. Ouais. Et alors, on a, comme tu le disais, c'est vrai qu'on réclamait l'utilisation des deux. Si j'apporte une petite précision, quand Rico Dowdle il courait 200 yards par match, on disait aussi donnez-lui la balle. Chuba Hubbard, comme tu l'as dit, quand il est revenu de blessure, il n'était pas au même niveau. Voilà. Il tirait la charrette. Là, c'est Rico Dowdle qui est un peu plus dans le dur. Alors, il y a peut-être des petites blessures, comme tu le dis, parce qu'on le voit régulièrement se tenir l'épaule. Donc voilà, je pense que pour beaucoup de joueurs, mais je pense que surtout pour lui, la bye week, il était temps qu'elle arrive. Mais là, sur un match comme ça, effectivement, tu as une grosse alternance. Et on a même, si je dis pas de bêtises, alors il faudrait que je vérifie, je suis pas 100% sûr de mon coup, mais je crois même que je crois que c'est sur le touchdown de Macmillan, on a même Hubbard et Dowdle sur le terrain à côté de Bryce Young. Chose que tu réclamais depuis un petit moment aussi. Ouais, et pour revenir sur les moments où il faisait 200 yards de la course, Dowdle, c'est également quand même dans l'alternance, la différence, c'est que au lieu de faire un drive l'un, un drive l'autre, dont je ne comprenais pas l'idée parce que pour moi ça n'a pas de sens, c'est quel est le jeu qui correspond mieux à quel running back. C'était ça qu'on disait. Là, bah, c'était clair. Et la screen, elle est incroyable. Et la screen, il y a eu une vidéo qui était top, c'est que la screen, elle n'a pas du tout marché contre San Francisco. Mais pourquoi ? Et parce qu'on était sur les 45 yards. Mais là, comme tu es à l'intérieur des 25 yards, la screen, c'est pas du tout la même histoire. C'est plus la même histoire parce qu'il y a moins d'espace, si tu veux, avec la end zone. Donc du coup, il y a tout le monde qui vient s'agglutiner. Il suffit que les blocs soient bien placés et terminé, bonsoir. Et il a quand même osé réappeler ce genre de play. Et voilà. Et quand tu as ton quarterback qui fait 9 first down sur 20 passes, bah naturellement, aussi là, c'est très très difficile pour le coordinateur défensif parce que, comme l'a dit Sean McVay, ils se sont retrouvés énormément en troisième et short. Ils sont allés chercher ces troisième et short. Et Drew Brees, qui était le commentateur du match, disait mais Carolina, les troisième et short, ils adorent parce qu'ils n'ont pas peur de jouer la quatrième et ils vont jouer toutes les quatrièmes. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'en plus, non seulement on avait les troisième et short, mais on n'avait pas peur de faire la course. Et on a eu des troisième et short où on faisait que 1 yard ou 2 yards à la course. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on avait prévu de jouer la quatrième tentative derrière. Donc là-dessus, pareil, on parlait de l'intelligence de Canales d'avoir suivi son plan de jeu. Voilà, il avait décidé de toute façon, là, je jouerai la quatrième. Bon, je vais tenter une course sur la troisième. Ça passe pas. Bon, tant pis, de toute façon, je joue la quatrième. Et puis là, après, il peut alterner. Mais du coup, c'est super difficile pour le coordinateur défensif. C'est ça. Et on fait 3 sur 3 en quatrième down. C'est ça. Et avec 2 touchdowns, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau de l'attaque. Ouais, juste un dernier truc sur un dernier truc sur la défense. Quand même, le pass rush, c'est toujours pas ça. Exactement, c'est vrai. On l'a pas mentionné. Il faut bien trouver un petit point faible. Il y a un sac pour Lathan Ransom, si je dis bien, et il y a le strip sack de Derrick Brown en fin de match. Mais c'est vrai que sinon, le pass rush, quand même, il va falloir investir là-dedans. Hein. On en parlera peut-être la semaine prochaine plutôt, notamment par rapport à des questions qu'on a eues. Alors, on a toujours la question d'Alex. C'est promis, on répond la semaine prochaine.
c'est noté. On s'occupe de faire le débrief notation de Free Agency la semaine prochaine. On s'est calé, c'est promis, on fait ça. Avant la preview des Saints. Voilà, et on en profitera aussi pour répondre à la question de Baron Ours qui nous a posé cette semaine sur l'impact de Dan Morgan sur la réussite des Panthers. On se garde ça pour la semaine prochaine, promis. Et on reparlera évidemment du pass rush qui est peut-être le gros point noir qui est toujours manquant jusque-là. Au niveau des autres questions, on avait une question de Mib Kamzakov, une question statistique par rapport au scramble de Bryce Young, combien il en fait par match, et est-ce qu'il y a une corrélation en gros entre les matchs où il est bon à la passe et le nombre de matchs où il fait des scrambles, enfin le nombre de scrambles qu'il fait sur les matchs. Alors moi j'ai regardé rapidement, il n'y en a pas, enfin j'en vois pas en tout cas entre les deux. Pour dire, le meilleur match au sol de Bryce Young, c'est la Week 1 contre Jacksonville, où il fait 5 courses pour 40 yards, et ça s'est soldé par une défaite. Je n'ai pas vu de piste allant dans ce sens-là. Je pense pas que tu en aies vu non plus, mais je te demande quand même au cas où. Et même si on parle de vraiment scrambler, parce que scrambler, c'est quand même pas un design run, hein, c'est quand même deux choses différentes. Déjà, il y a 0 design run qui va fonctionner depuis le début de la saison. Et sinon, par rapport au scramble, les 2 matchs où il a le plus scramble, c'est contre Jacksonville et San Francisco. Et il n'a pas été bon et on a perdu. Donc non. Et là, il fait une course de 24 yards sur un scramble sur les 27 au total. Ok, mais c'est une course de 24 yards. Voilà, terminé. Puisqu'on continue sur Bryce Young, tu en parlais rapidement. Est-ce que c'est son meilleur match en carrière ? C'est une question de Greg C. Je sais pas forcément le meilleur, mais en tout cas, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Atlanta, quand même, c'est un autre niveau. 450 yards, quoi. Ouais. C'est et puis même celui de l'an dernier. Aussi et bien puis il a carry. Ouais. Il a carry l'équipe. Ouais, c'est ça. Atlanta. Toujours Grixé qui nous demande les playoffs avec 2 matchs à jouer face aux Bucks qui sont pas excitants. On y est ? Point d'interrogation. Et c'est là-dessus. Alors moi je sais pas trop parce que on va revenir sur les playoffs tout à l'heure, sur les scénarios. Faut voir que les Bucks ils sont diminués. Hein. Ils ont toujours pas Mike Evans qui va pas tarder à revenir. Baker Mayfield il a son épaule gauche qui est un petit peu suspecte pour l'instant. Donc bon, faudra voir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les Buccaneers sont pas aussi impressionnants que ce qu'on a pu voir en début de saison, quoi. Non, on n'y est pas. Non, on n'y est pas du tout. Déjà, il faut battre les Saints, ce qu'on n'a pas réussi à faire la première fois. Et après, il faut gagner 2 fois contre les Bucks. La dernière fois qu'on a battu 2 fois contre les Bucks, je pense que les Bucks, c'était un autre niveau. Donc non, on n'y est pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que objectif réussi, on a notre destin entre les mains, on joue quelque chose cette saison, on sera pas dans le top 10 de draft. Et rien que pour ça, déjà, je suis content. Je rappelle que c'était ce que je voulais. Donc, c'est quasiment sûr. Donc voilà. Mais non, on n'est pas en play-off encore. Clairement pas. Et pour faire un petit point, a priori, alors, pour être en play-off, il faut battre les Bucks 2 fois et battre soit les Saints, soit les Seahawks. Voilà. C'est les scénarios. Il faut gagner la division, quoi. Voilà, faut gagner la div. C'est ce que je disais il y a quelques semaines. On n'était pas tout à fait d'accord sur ce point-là. D'ailleurs, toi, tu pensais que le chemin pour aller les playoffs, il passait par la wildcard. Moi, j'ai toujours dit que c'était plus par la division parce que il y a quand même embouteillage. Hein. Justement, ça rejoint un peu la question de GG du front office là, qui demandait si les playoffs commencent aujourd'hui, vous situez les Panthers où dans la hiérarchie NFC. Bon, bah déjà, j'ai envie de te dire qu'on ne les situe pas en play-off, hein, parce que pour l'instant, on n'y est pas. Mais ils font partie de ces équipes qui sont à la lutte avec les Buccaneers, avec les Lions, avec les Packers. Les équipes de NFC West paraissent quand même un cran au-dessus. Surtout que les Niners, ils ont l'avantage du face-à-face avec nous. Donc... Ça me paraît compliqué pour la wildcard, mais voilà, pour l'instant, on est dans les équipes qui sont à la lutte pour les playoffs. Après, une fois que tu es en playoffs, si tu y arrives, tout peut arriver. Hein. Non, mais où est-ce que je suis issu? Les Panthers dans la NFC,
je les situe 9 ou 10e. Hein. Eagles, Cowboys, c'est plus fort. L'air de rien, Bears, Packers, Lions, c'est plus fort. Bucks, peut-être que c'est plus fort. Rams, Seahawks, Niners, c'est plus fort. Donc, non, clairement, sur la valeur même des équipes, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'équipes encore au-dessus de nous. Non, pourquoi je parlais de wildcard c'est parce que je pensais pas que les Niners, avec tous les blessés qu'ils avaient, ils allaient continuer à enchaîner autant. Et puis, comme on les rencontrait, et que dans le hunt, il y avait quand même un peu Niners, Seahawks, et qu'on les jouait tous les deux, il y avait peut-être une possibilité d'eux si on était à 10 victoires et qu'eux se bloquaient à 8-9. Le problème, c'est qu'ils sont déjà à 9. Alors les Seahawks peuvent peut-être baisser un petit peu de pied, on va voir comment ça joue, notamment offensivement. Mais non, en termes de valeur intrinsèque des équipes, clairement en NFC, on est quand même dans le dernier tiers. Hein. Ouais, même si on réussit à se qualifier, on sera probablement 7e équipe en termes de niveau intrinsèque, comme tu le dis. Je n'ai pas mentionné la deuxième question de Grixé par rapport à qui nous demandait selon vous la plus belle évolution offensive c'est quoi, Young ou les changements de plan de jeu de Canales qui semblent plus adaptés à Young. On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans le débrief, hein, c'est pour ça que je suis passé rapidement sur la question. C'est un peu une alchimie entre les deux, quoi, mais c'est vrai qu'il y a le côté, effectivement, sur ce match-là, en tout cas un gros match de Canales, comme on le disait tout à l'heure. Ouais, l'évolution, elle est dans l'alternance passe-course et puis entre les coureurs. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on expliquait. Et justement, les coureurs, Vix Albiniesta, qui nous demande, pour finir, si c'est pas mieux de rester... Iniesta, un copain de fantasy, lui. D'accord, j'espère que j'ai bien prononcé. Bon. En tout cas, il nous demande si c'est pas mieux de rester sur un comité de running back au lieu de tout donner à l'un ou à l'autre. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et on s'appuie sur ses forces, les forces respectives des deux running backs, et puis on l'a bien vu sur ce match-là, et ça a bien fonctionné. Mais c'est vrai que quand tu as un Dowdle qui marche sur l'eau, comme on l'a vu en milieu de saison, ça peut s'expliquer aussi de lui donner plus le ballon, quoi. Si, c'est bien sûr que c'est mieux. Après, il faut que les deux soient en forme. C'est ça. Mais je suis étonné de ne pas voir Trevor Etienne autant quand même. Mais je pense qu'on le garde au chaud. Mais on le voit que en retour En de retour, coup de ouais, c'est ça. Et il est pas mal d'ailleurs en retour, hein. pied. Ça va. Il trouve quand même quelques belles ouvertures. Et c'est vrai qu'on l'a pas trop mentionné depuis le début de la saison, mais ça fait quand même. En tout cas, moi, jusque-là, j'ai moins peur des fumbles sur les retours de kick-off ou de punt qu'à une certaine année, à une certaine période où effectivement, dès que je voyais l'autre équipe punter, je voyais déjà le ballon par terre et recouvert par l'équipe adverse. Mais non, voilà, c'est vrai qu'on c'est un petit peu mieux à ce niveau-là, je trouve. Je pense qu'on arrive à la fin de notre émission, puisque il n'y a pas de preview. Nous sommes en bye week. Ouais. Un petit peu de repos, ça va être bien. Recharger les batteries, aussi bien pour les joueurs que pour nous. Mais, comme je le disais, on sera quand même là la semaine prochaine. On va trouver le temps d'enregistrer une émission, puisqu'on a quand même 2 questions à répondre. Importantes, hein, sur ce débrief notamment de Free Agency. Je pense que c'est le bon moment, hein, sur une bye week à 1 mois de la fin de la saison, pour faire ça. D'ici là, si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez nous les ajouter sur le Discord, ou sur celui du front office, ou via Twitter, bien sûr. Ou sur X, ouais. Oui, X, pardon, je suis resté sur l'ancienne appellation. Je m'y mets. J'essaye. Juste avant la fin, juste deux petits mots. Déjà, un gros bravo au Bank of America Stadium, parce qu'on l'a pas dit, mais le public était de retour et il a fait un bruit terrible. Et notamment, le dernier quart-temps, je pense que ça nous a beaucoup aidé sur le strip sack. Canales en a parlé, il y avait un bruit terrible. Et dans une météo qui était pas forcément facile, parce que le troisième quart-temps, je disais qu'on avait gardé la balle pendant 13 minutes, c'est parce qu'on avait beaucoup couru, parce qu'il pleuvait, et ça avait pas l'air hyper agréable, hein, quand on voyait les images. Donc c'est vrai, effectivement, shout out à eux pour ça. Oui. Et c'est le début des votes pour le Pro Bowl.
Et moi, je trouve qu'il y a un defensive tackle qui est sous-coté dans cette ligue. Il s'appelle Derrick Brown et il mériterait énormément d'aller au Pro Bowl. Donc, si vous voulez mettre un petit hashtag Derrick Brown au Pro Bowl, ça serait incroyable. Si on parle de Lathan Ransom aujourd'hui et son sac, il vient en fait du fait que Derrick Brown aussi, il est souvent double-teamé et que ça fait des ouvertures dans les lignes parce qu'il est juste trop fort et qu'on parle jamais de lui. Donc Mais voilà. même nous, en fait, j'ai presque l'impression qu'on pourrait presque faire 10 minutes sur lui toutes les semaines quasiment. Oui. Mais il est tellement. Et- D'ailleurs, je sais pas si j'ai bien vu passer la stat. C'était son premier sac en carrière aux Panthers, celui sur Stafford. Ah oui? Je crois que j'ai Ah vu bon? passer ça. Alors, je vais aller la vérifier. Mais il me semble que c'est ce qu'il disait, c'est son premier sac sur les Panthers. Alors, j'étais étonné. Mais en tout cas, voilà. C'est un joueur qui est vraiment présent. Ça se voit pas forcément sur les stats. Non, Mais... non, non, Ah non, bon, ok. il a fait rien que cette saison déjà, il a fait 4 sacs. Ok, bon alors j'ai mal lu la stat. Bon, ça me semblait un J'étais- petit peu bizarre. Alors, Ouais, quand même. ouais, alors peut-être son premier force fumble, alors peut-être, c'était, je ne sais pas. Ah, peut-être. C'était peut-être le premier C'est fumble peut-être un forcé. Alors, strip sack. voilà, c'était Un peut-être le strip premier sack, strip peut-être. sack, j'ai oublié un mot. Ok, autant pour moi. Merci de m'avoir corrigé et merci de Ouais. m'avoir accompagné sur cette émission. Mais grand Euh, plaisir comme d'habitude. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode. Ciao! Ciao, ciao, keep pounding.